Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. On parle aujourd'hui, bien dans son job, de l'ennui au travail. On parle beaucoup du burn-out, mais il y a le bore-out. On s'ennuie au travail. Que se passe-t-il? On fait le point avec Jean-Denis Cullier, professeur en gestion des ressources humaines à l'école de management Normandie. Les entreprises s'engagent avec Airbus Atlantique, des événements pour tendre la main aux salariés et faire de l'inclusion. On en parlera avec le responsable d'Airbus Atlantique dans quelques instants. Puis le cercle RH, un débat autour du lean management. Vous en avez peut-être entendu parler. Apprendre avec le lean management, c'est une révolution de l'entreprise et de la manière dont les managers doivent accompagner les collaborateurs d'une manière performante et bien d'améliorer les résultats d'une entreprise. On va tout vous expliquer sur ce concept avec des invités. Ils sont l'auteur d'un livre sur ce sujet. Et puis fenêtre sur l'emploi, guerre en Ukraine. Quel impact pour l'emploi? Ça, c'est un véritable sujet. Julien Breuil, directeur relations entreprises du groupe EDC Business School, sera notre invité à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'ennui au travail. Alors l'ennui au travail, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Des collaborateurs, souvent dans le tertiaire, qui sont un peu perdus devant leur ordinateur et qui ne savent pas trop à quoi ils servent, parce que c'est de ça dont il est question. On en parle avec Jean-Denis Cullier. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Ravi de vous accueillir, professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie, l'école de management de Normandie. Vous avez, alors c'est très intéressant parce qu'on va parler de cette revue Organization, dans laquelle vous avez, avec plusieurs d'ailleurs, travaillé sur ce sujet de l'ennui. Il y a eu un travail, je dirais presque littéraire, parce que vous êtes rentré par la porte de la littérature. Il y a des documents académiques, il y a déjà des travaux qui ont été faits de manière très académique, mais là, vous avez démarré avec un écrivain très connu, c'est Houellebecq, qui parle beaucoup de l'ennui au travail, et vous vous êtes appuyé sur Heidegger, on y reviendra. D'abord, pourquoi avoir choisi d'entrer par la porte de Houellebecq? Entrer par la porte de Houellebecq, c'était que Houellebecq nous a semblé, donc avec mes collègues de l'EM Normandie, Vincent Meyer et Xavier Philippe, un observateur très pointu, très acéré du monde du travail et dans lequel, dans ses œuvres, ça suinte l'ennui. Les héros de Houellebecq s'ennuient mortellement au travail. Et donc, quand on a eu l'occasion de répondre à cet appel à publication de la revue Organization sur l'ennui au travail, on s'est dit, on y va, Houellebecq, l'ennui au travail, il y a sûrement quelque chose à faire. Et vous l'avez fait, on va le commenter, on va s'appuyer sur Heidegger parce qu'ensuite vient s'implémenter Heidegger dans la réflexion. Et c'est un petit peu une zone grise dans les sujets RH, parce qu'on parle du burn-out, ça c'est traité, très documenté, il y a un vrai travail. Le bore-out, l'ennui au travail, finalement c'est un peu une zone grise. C'est effectivement une zone grise parce que les organisations, elles n'aiment pas que les gens s'ennuient, donc ça fait mauvais effet, et donc elles essaient de tromper l'ennui. Donc l'ennui, il est vu comme contre-productif, négatif, et donc il faut le combattre. Et en fait, nos travaux, alors ça c'est peut-être les enseignements, prouvent qu'au contraire, il faut accueillir l'ennui parce que ça permet peut-être de déboucher sur quelque chose d'autre. Je précise qu'avant qu'on ouvre la porte, cette fois-ci, de la maison d'Heidegger, on dit souvent, lorsque un enfant vous dit « je m'ennuie », les parents souvent lui répondent « mais c'est très bon, il faut s'ennuyer ». C'est très bon, oui. C'est bon l'ennui parfois. Oui. Pour la créativité. C'est bon pour la créativité parce que ça permet aussi de se confronter à soi-même et finalement de prendre des initiatives pour justement sortir de cet ennui. Alors, rentrons un peu dans le détail. Houellebecq, c'est vrai qu'il y a des livres, je pense à un en particulier, où il est devant son ordinateur et il lorgne comme ça les femmes qui passent dehors parce qu'il s'ennuie, il n'a rien à faire. Là, on va passer sur les trois formes d'ennui au travail. Quelles sont les trois formes? Tout à fait. Alors, les trois formes d'ennui, donc la première forme, c'est l'ennui qu'on a appelé superficiel, c'est-à-dire on est ennuyé par quelque chose. Donc, par des activités monotones ou répétitives, par ses collègues, par ses managers. Donc, on essaie de tromper l'ennui par des passe-temps, parce que le temps traîne en longueur, donc on trouve des passe-temps. Alors, soit par soi-même, justement en regardant ce qui se passe autour, ça, on joue au solitaire, certains ils jouent au solitaire sur leur ordinateur, ou alors c'est l'organisation qui met au point des passe-temps pour tromper l'ennui. On va avoir des séminaires de team building, des pots de départ, alors il y en a
description savoureuse chez Houellebecq. Ouais. Donc pour meubler, en fait, il faut meubler pour qu'on ne s'ennuie pas. Mais quand même, il y a un point qui est intéressant, Jean-Denis, c'est que déjà, vous l'évoquez, on n'arrive pas à savoir si c'est le caractère du salarié qui est plutôt prédisposé presque par sa psychologie à l'ennui, ou si c'est l'organisation, puisque vous nous le dites implicitement, l'organisation s'organise, quoi. Effectivement, hein, la littérature académique qu'on a regardée avant de faire notre article était de dire qu'il y a plutôt une propension à s'ennuyer. On a une propension plus ou moins grande, donc c'est un problème individuel en fait. Mais certains auteurs disaient déjà, c'est pas seulement ça, c'est aussi organisationnel. Et en étudiant Houellebecq, on voit que c'est surtout organisationnel parce qu'il y a finalement une sorte d'ennui généralisé qui s'installe. Alors, deuxième catégorie, l'ennui rétrospectif. Donc, l'ennui rétrospectif. Donc, à force finalement de vouloir combattre l'ennui, ça peut conduire à plonger les salariés dans un ennui un peu plus profond déjà, et qui est un ennui, on ne s'en rend pas compte sur le moment parce qu'on est diverti, il y a des passe-temps, etc. Mais c'est quand on regarde un peu dans le rétroviseur, soit le week-end chez soi, ou soit après plusieurs années de vie professionnelle, eh bien que c'est la situation dans son ensemble qui est ennuyeuse. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause particulière, c'est un peu flou et donc ça plonge l'individu dans une sorte d'état un peu cotonneux. Heidegger parle de nonchalance inhibante, vous voyez, donc on est en retrait, on est désinvesti. Dépressif un peu. On peut être dépressif, effectivement, et donc on se retire un peu de la vie professionnelle. Et on va parler ensuite de l'ennui profond, qui est la troisième catégorie, mais dans la catégorie de l'ennui rétrospectif, est-ce qu'il y a quand même l'idée d'accepter la situation? Parce qu'il n'y a pas de révolte dans ce que vous décrivez. Non, parce que c'est assez, vous voyez, pernicieux, on s'en rend pas trop compte, on est plongé dans un espèce d'état second, un état un peu cotonneux, où on a une dilution d'un peu tout, le temps passe sans passer vraiment, enfin tout est un petit peu étrange, un état donc où on se sent désinvesti, désengagé et pas très bien. Et enfin, troisième catégorie d'ennui. Troisième catégorie, l'ennui profond. Donc là, ce n'est plus une émotion, c'est une sorte d'appel, une urgence, donc quelque chose d'impérieux, mais qu'on ne contrôle pas, qui survient et auquel on doit se confronter. C'est un peu une confrontation à soi-même. Et donc là, c'est douloureux. Il y a une douleur, mais il peut y avoir donc une prise de conscience. C'est-à-dire, il peut y avoir une issue favorable, c'est-à-dire prendre conscience que finalement, on ne veut plus de cette situation, que le temps, la vie va avoir une fin, la vie professionnelle en particulier, et ça peut aboutir à justement donner un coup de pied au fond pour remonter et faire autre chose. Et vivre la passion. Et vivre la passion comme Houellebecq. Qui couve en nous. Oui. Donc ça, c'est possible chez Houellebecq, mais très rarement parce que c'est réservé aux personnes qui maîtrisent le processus de production, comme par exemple les chercheurs, les artistes. Mais dans le cas général, comme les individus n'ont pas d'alternative, puisque l'organisation ne leur offre pas d'autres possibilités, alors là, donc, ça tombe, ça tourne court, et là, ça tombe dans une dépression et un désespoir. Et les héros quittent la vie professionnelle et attendent que la vie se termine. C'est évidemment tragique et sombre comme destinée. Avant de nous quitter, Jean-Denis Culier, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que l'entreprise a intégré dans son organisation qu'un certain nombre de ses collaborateurs vont être rémunérés à s'ennuyer? Alors, peut-être qu'elle l'a intégré, mais c'est tragique. C'est assez tragique parce que c'est assez invisible aussi. Et en fait, les organisations, elles ne doivent pas avoir peur de l'ennui. Alors, elles ne peuvent pas non plus le combattre. Ce n'est pas elles qui vont le combattre. C'est les individus qui doivent aussi accepter cet ennui, accepter d'être confrontés à eux-mêmes. Et l'organisation, elle doit laisser les individus peut-être s'ennuyer et puis avoir ce sursaut qui peut leur permettre de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour eux. Vous êtes professeur en gestion des ressources humaines, il y a l'entretien annuel, il y a quand même des espaces de discussion avec les managers, il y a bien des moments au fil de l'année où on découvre qu'un collaborateur a passé plus de temps à regarder Facebook, qu'il n'a rien produit. Enfin, je veux dire, il y a bien quand même un contrôle à minima quand même. Oui, alors c'est pas, le problème principal, c'est pas forcément des gens qui n'ont pas grand-chose à faire, c'est aussi des gens qui font des choses mais qui
qui n'ont aucune utilité. C'est ça. Par exemple, les héros de Welbeck, certains donnent des conseils au ministère de l'Agriculture qui ne sont pas suivis. Jamais. Un autre fait une formation à des gens qui n'utiliseront pas le logiciel informatique, donc c'est l'inutilité. Ouais. Ils produisent des choses, mais qui ne servent à rien. Et ils savent que ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment très difficile parce que c'est une porte ouverte vers une sorte de vide existentiel. Un vide existentiel évidemment. On ne peut pas combler. Mais l'entreprise... Le destin frappe à votre porte, voyez. Juste de manière conclusive, parce qu'on se tournera vers la revue Organization pour en savoir un peu plus, mais concrètement, l'entreprise, elle peut faire quelque chose ou pas? Est-ce qu'elle doit enclencher quelque chose? L'entreprise, elle ne doit pas instrumentaliser l'ennui, elle doit aussi avoir peut-être un rapport au temps qui est différent. Donc il y a deux conseils que l'on peut donner. C'est de laisser aux salariés l'autonomie pour pouvoir faire leur travail, bien faire leur travail, parce que ce sont eux qui savent le mieux comment faire. Mais l'autonomie sans temps, ça ne sert à rien, parce que si on vous dit vous faites comme vous voulez, mais c'est pour hier, ça ne sera pas possible. Donc c'est le temps de pouvoir bien faire son travail. Donc ça remet quand même aussi en question certains principes d'organisation. Mais c'est très compliqué puisque c'est finalement une remise en question des méthodes de travail, des process, mais en laissant l'autonomie et le temps aux salariés. Mais est-ce qu'il y a une forme, pour conclure, de bureaucratie de l'entreprise? On critique souvent l'administration, mais ce que vous décrivez là, c'est une forme de bureaucratie qui tourne sur elle-même, un peu désincarnée finalement. Exactement, oui, désincarnée, déshumanisée. Donc c'est important, c'est finalement de laisser aux gens la possibilité de bien faire leur travail. Et encore plus dans les services où le travail n'est pas matérialisé. Oui, c'est important de le signaler parce que c'est moins vrai dans l'industrie où on touche les choses, où on fabrique, on a quand même le sens d'un produit qui sort de chaîne. Là, dans le service, on envoie un mail, on ne sait pas où il part. On ne sait pas où il part, on ne sait pas finalement quelle est la finalité du travail que l'on fait. Merci Jean-Denis Culier d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir, professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie. Vous êtes d'ailleurs professeur depuis 2009, c'est ça? Tout à fait. C'est un vrai plaisir. Et ceux qui veulent en savoir plus, c'est la revue Organization avec vos collègues qui ont travaillé sur ce sujet sur lequel les entreprises doivent se pencher. La suite de notre programme, c'est Les entreprises s'engagent. Et on accueille tout de suite notre invité. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution et une entreprise, une belle entreprise avec nous aujourd'hui, incarnée par Yves-Olivier Lenormand. Bonjour, ravi de vous accueillir. Alors vous êtes, vous, le leader du club des entreprises s'engagent en Loire-Atlantique, on va bien sûr en parler, et vous êtes responsable des relations institutionnelles Airbus Atlantique. Alors c'est vrai que on nous avait prédit que l'aviation allait se casser la figure. Quand on voit là, les réservations et les commandes, là je parle d'avion, ça marche très bien. Alors Airbus Atlantique, juste un mot, qu'on sache un peu qui vous êtes, parce que vous êtes une filiale 100% d'Airbus, et vous êtes l'acteur principal de celui qui fabrique l'avion quand même. Sans vous, il n'y a pas d'Airbus, quoi. Tout à fait. Alors Airbus Atlantique, c'est une nouvelle société qui a été créée le 1er janvier 2022. Et en fait, on est spécialisé en aérostructure, on est numéro 1 des sièges pilotes et dans le top 3 des fauteuils premium. C'est 13 000 salariés. Sur plusieurs sites. Tout à fait. 10 000 en France, dont 6 500 en Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique que vous représentez. Quelques mots sur le recrutement, parce qu'on va parler de l'écosystème avec les entreprises s'engagent, ce GIP dans lequel vous allez être partie prenante. Mais combien de CDI là en perspective? Parce que c'est Airbus repart. Alors Airbus repart et donc effectivement on recrute. Et dans ce cadre-là, on a signé une charte, une convention avec Thibaut Guilluy et le ministère du Travail. Et on a annoncé un plan d'embauche de 700 personnes. CDI. On a prévu aussi 500 stagiaires, 220 nouveaux alternants et près de 700 demandeurs d'emploi qui vont intégrer nos sites au travers soit de missions d'intérim, soit de contrats pro intérim. Pour être précis, ce sont des postes que vous recherchez dans l'industrie, sur de la maintenance. Quels sont les types de postes que vous recherchez? Alors, on recrute vraiment là dans tous les secteurs et sur tous nos sites français. Et il y a effectivement beaucoup de postes d'agents de fabrication. Mais on dit, et on va parler maintenant des entreprises qui s'engagent, mais que ceux qui sont dans l'industrie, et vous êtes un représentant de l'industrie, galèrent à retrouver des soudeurs, des gens archi compétents. Est-ce que vous avez des difficultés? Parce qu'il ne faut pas se tromper dans les soudures, même si parfois elles sont robotisées, il faut quand même des gens compétents. Vous les avez, ces compétences-là? Alors,
dans l'aéronautique, nous n'avons pas de soudeurs, ce sont plutôt des ajusteurs. Mais en fait, nous rencontrons les mêmes difficultés finalement que toutes les autres branches, puisqu'il y a pénurie de compétences finalement sur ces métiers d'agents de fabrication. Donc il n'y a pas de soudure, c'est quoi? C'est dérivés, enfin, c'est ça. L'ajustage, oui, c'est c'est du rivetage. C'est du rivetage, voilà, pour être précis. Donc c'est pas un arc, c'est du rivet. Très intégré et leader du club des entreprises s'engagent de Loire-Atlantique. D'abord, pourquoi vous êtes impliqué? Parce que j'ai vu le planning là sur juin en particulier. Enfin, il y a plein d'événements, il y a une dynamique, il y a une envie de faire avancer. Quel était votre désir là? Alors, en fait, les entreprises s'engagent, une vraie mobilisation à la fois en faveur de l'emploi, mais aussi de l'inclusion. Et donc, on profite finalement de cette période où il y a des difficultés de recrutement pour insuffler beaucoup plus d'inclusion dans les entreprises. Et donc, pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté pour recruter, en fait, on organise beaucoup de job dating sous des formats originaux et ça marche puisqu'on arrive à embarquer les entreprises, mais aussi les demandeurs d'emploi qui viennent de tous les horizons. Ça, c'est évidemment, on l'a compris, en plus de vos responsabilités de responsable institutionnel. Ça vous demande quoi comme effort supplémentaire pour créer cet écosystème? Parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Il faut rassembler les chefs d'entreprise, il faut leur faire comprendre le modèle, il faut leur dire allez-y, engagez-vous. C'est pas si simple. Toutes les régions ne sont pas aussi avancées que la Loire-Atlantique. Alors, pour que ça marche, en fait, on a finalement fédéré les réseaux des employeurs, donc les organisations patronales, et puis les opérateurs de l'emploi et les associations et les fondations qui travaillent sur le champ de l'inclusion. Et en fait, depuis fin 2018, début 2019, en fait, on organise un événement par mois, soit sous format de job dating, soit des événements de mobilisation. Un tour de France de la charte de la diversité, ça c'était en janvier. La soirée des ambassadeurs du handicap. Quand vous parlez d'inclusion, vous y intégrez l'inclusion au sens large ou vous parlez en particulier de l'intégration des personnes handicapées sur des sites de travail? Non, on est vraiment sous toutes les formes de diversité, donc des personnes en situation de handicap. On vise les quartiers, les réfugiés, les personnes sous main de justice. Donc c'est vraiment très large. Et en fait, nos job dating sont vraiment ouverts à tous. Et il y a quelques événements qui sont un petit peu plus thématiques. Vous parliez de la soirée des ambassadeurs du handicap. Oui. C'est le 18 mai. Et là, c'est vraiment une mobilisation en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et là, on voit le dynamisme de la région Loire-Atlantique et vous en êtes la cheville ouvrière. La journée des deux mondes à Saint-Nazaire et la journée des deux mondes à Nantes. C'est quoi la journée des deux mondes? Alors, deux mondes qui se rencontrent? En fait, tout à fait. En fait, le concept, c'est d'organiser un job dating avant un concert de musique classique, donc avec la Philharmonie des Deux Mondes. On a choisi cette philharmonie puisqu'elle accompagne des jeunes des quartiers de Saint-Nazaire. Et c'était aussi un moyen de soutenir la culture qui était en difficulté suite à la crise Covid. Donc vous nous dites qu'avant un concert de musique classique qui n'attire pas spécialement les jeunes, c'est un peu un prétexte pour faire venir des jeunes pour faire des job dating, c'est-à-dire avoir des chefs d'entreprise, Airbus peut-être, vous serez là j'imagine, pour prendre les premiers rendez-vous. C'est pas du recrutement le job dating, c'est un premier contact. C'est un premier rendez-vous et qui est suivi par des rendez-vous plus approfondis. Alors en fait, c'est job dating qui combinent d'autres événements, soit sportifs, soit culturels. En fait, c'est l'occasion finalement de casser un petit peu les codes en matière de recrutement. Et les jeunes et les recruteurs, finalement, se retrouvent dans des conditions plus favorables. On avait testé dans le tramway à Nantes au mois de décembre. Ça a bien marché, donc on va refaire un tramway de l'emploi le 21 juin. C'est quand même intéressant parce que même Airbus, vous êtes une entreprise qui est connue mondialement, même ce type d'entreprise ont des difficultés de recrutement. C'est-à-dire que vous êtes obligé de déployer des efforts incroyables pour aller chercher les salariés, enfin les futurs salariés. Comment vous l'expliquez? Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que le chômage a fortement diminué. Regardant Loire-Atlantique, on est à 6%. Mais déjà avant crise, nous avions des difficultés pour recruter sur certains postes, et notamment sur les postes d'agents de fabrication. Donc en fait, finalement, on est dans une situation de quasi plein emploi, même si on n'est pas encore... Il y a encore des profils qui sont disponibles, mais donc ça veut dire que les employeurs doivent vraiment être originaux pour attirer ces demandeurs d'emploi. Mais quand même, vous avez un petit peu de recul sur la vie professionnelle et le recrutement. Enfin, c'est quand même très nouveau cette situation, même si elle ne date pas du Covid. On voyait qu'il y avait déjà des tensions sur l'emploi avant, certes. Mais enfin, il y a 15 ans, il y a 10 ans, j'allais dire, ça ne marchait pas comme ça. On avait des recruteurs qui ouvraient des appels et puis recrutaient des salariés. Il y avait une petite négociation. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le rapport de force est
est un peu inversé. On vous dit, non, écoutez, Airbus, j'aime bien, mais j'ai pas assez de télétravail, j'ai pas assez de temps pour moi. Enfin, vous devez le vivre, enfin, vous le vivez. Alors, ce qui est nouveau, en fait, c'est que finalement, c'est généralisé. Donc, quel que soit le secteur Bah ouais. d'activité, l'ensemble des employeurs ont des difficultés pour recruter. Mm. Et donc, il faut être originaux et puis il faut être attractif et travailler sur sa marque employeur. Je précise que Thibaut Guilhuy, qui vient chaque mois sur notre plateau, justement pour parler du GIP, dans lequel je crois que vous allez vous impliquer, qui va donner un élan supplémentaire, sera le 30 juin prochain en Loire-Atlantique, justement sur un événement autour de Un jeune, une solution. Alors là, c'est du théâtre, c'est ça? Alors, Ça, c'est original aussi. ce sera le 30 juin, ce sera en Charente-Maritime. Charente-Maritime, pardon, monsieur. Et donc, ce sera à Rochefort. Et en fait, on est en train de tester une nouvelle formule avec le GIP Les entreprises s'engagent. C'est un job dating suivi d'une pièce de théâtre, justement pour sensibiliser les employeurs sur les difficultés de recrutement. Donc, il y a déjà plusieurs dates qui sont prévues. C'est génial. On ira du côté de Méholt le 13 septembre, mais C'est il y a ça. d'autres dates aussi en Nouvelle-Aquitaine. Il devrait y avoir l'Occitanie, Pays de la Loire, et puis ce sera un petit peu partout en France. Donc, ce sera une vraie tournée. Donc la pièce de théâtre, en tout cas en Charente-Maritime, qui n'est pas en Loire-Atlantique, si je ne m'abuse, elle est quand même destinée d'abord aux demandeurs d'emploi ou aux chefs d'entreprise. Alors, c'est vraiment d'abord Mais- plutôt destiné aux chefs Ouais, d'entreprise. c'est un message qu'on leur passe là. C'est ça, recruter différemment, casser un petit peu les Soyez un peu codes. inventif. C'est ça. Ouais. Et puis peut-être travailler beaucoup plus sur la motivation que sur les compétences. Un dernier mot, il faut le redire, 700 personnes, recrutement de 700 personnes chez Airbus Atlantique, filiale d'Airbus, on l'aura compris, poste en CDI, 220 jeunes en contrat en alternance, c'est pas rien, et intégrer 500 jeunes dans le cadre de stages intégrés. Vous en êtes où là du recrutement pour qu'on ne fasse pas de déçus là? Alors, les équipes de recrutement avancent bien, mais il reste encore vraiment beaucoup de postes, hein, puisque là, on a lancé notre campagne d'alternance, idem sur les contrats pro et les missions d'intérim, et puis il y a encore beaucoup d'opportunités en CDI. Tout est en ligne sur notre site de recrutement sur Internet. Il y a les job boards et il y a le site de recrutement avec les onglets pour voir les postes auxquels vous pouvez accéder. Merci. Et Airbus Atlantique sera forcément présent sur tous les événements, les entreprises s'engagent sur l'ensemble du territoire. On a compris votre implication tant en Loire-Atlantique que sur l'ensemble du territoire, puisque sans déflorer un secret, vous allez vous impliquer un peu plus encore dans ce groupement d'intérêts dans lequel vous allez, que vous allez intégrer. Merci Yves-Olivier Lenormand. Vous êtes responsable relations institutionnelles Airbus Atlantique. Merci de nous avoir rendu Merci. visite et puis allez jeter un œil, évidemment, si vous cherchez un emploi du côté d'Airbus. On fait une courte pause, on s'intéresse au Lean Management. Tiens, je suis persuadé que ça peut intéresser Airbus parce que c'est une entreprise industrielle. Une autre manière peut-être de manager, d'organiser une entreprise et de faire travailler les collaborateurs, c'est-à-dire les impliquer et tout simplement leur apprendre finalement à avoir de l'autonomie. On revient sur ce concept qui est mal connu en France. On en parle avec les auteurs d'un livre. Ils sont nos invités dans le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, masterclass, j'ai envie de l'appeler masterclass aujourd'hui, sur le lean management, parce que c'est un concept peut-être un peu nouveau pour vous, peut-être vous en avez entendu parler, mais peut-être vous ne le pratiquez pas. Alors ce n'est pas un art martial, mais ça vient d'Asie. On va tout vous expliquer, apprendre à apprendre. On permet d'accompagner les collaborateurs à devenir autonomes de leurs tâches, de leurs fonctions. Alors ça se vit dans le monde industriel, ça peut se vivre aussi dans le tertiaire, mais dans l'industriel, évidemment, ça devient très concret parce qu'on vit, on déplace et on peut avoir une autonomie aussi sur... Et puis ça veut dire aussi en anglais, sans superflu. Et évidemment, ça peut susciter quelques critiques parce que certains disent, mais le lean, on nettoie tout, et évidemment, on serre les vis, on serre les coups, et c'est pas très très bon. On va faire le point évidemment avec des experts de ce sujet. Ils sont avec moi. Alice Selzer, merci d'être là, directrice exécutive de l'Institut Lean France. Vous êtes évidemment aux premières loges et accompagnée de Régis Médina. Bonjour Régis, cofondateur de Kinly. Exactement. Et vous aussi engagé évidemment sur ce Lean et sur la manière dont vous allez nous le raconter, parce que j'ai dit que c'était une masterclass, c'est un TED. Il faut vraiment prendre le temps de pas à pas nous prendre par la main. Auteur de ce livre, Apprendre à apprendre avec le Lean, accélérateur d'intelligence collective sorti chez Erol, et vous êtes 4, Michael Ballet, Jacques Chaise, Régis Médina et Alice Selzer, vous avez été 4 pour vous. Alors dès le début du livre, avant que vous vous présentiez, d'abord juste, on va parler du livre, mais vous, vos parcours, comment on fait
vous venez tous les deux de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Comment vous avez été percuté par le Lean? Alors moi, je travaillais dans une très grande entreprise de services. Bon, je vais même la citer, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas très grave, c'est la Poste. Donc on peut dire que c'était une grosse entreprise. Et je travaillais... Limite industrielle d'ailleurs. Oui, il y a un mixte de logistique, d'industriel, de commercial évidemment. Et puis j'accompagnais des managers pour développer aussi des nouvelles pratiques managériales. Et je suis tombée là-dessus. Et je me suis là-dessus, c'est-à-dire sur le Lean, non, en visitant des entreprises et en voyant des entreprises le mettre en œuvre. Et ça m'a interrogée par rapport à nos pratiques et j'ai eu envie de creuser. Donc j'ai commencé tout en étant à l'intérieur de la Poste. Absolument, j'ai commencé à apprendre. On a commencé à développer ce type de démarche d'ailleurs aussi à la Poste. Et j'ai trouvé ça ensuite tellement passionnant que je me suis dit mais je veux continuer à en faire dans ma vie professionnelle et pas uniquement à la Poste. Donc j'ai quitté la Poste et j'ai aussi monté une structure d'accompagnement. Voilà, donc, absolument, pour on est déployer bien ça auprès d'entreprises et essentiellement dans le service pour le coup. Oui, parce que je parlais de l'industrie, on parlera de Toyota, parce que souvent il est cité en exemple. Vous, Régis, comment vous avez rencontré, j'ai envie de dire, ce concept et comment ça, j'allais dire, presque transformé votre vie, comme celle d'Anne-Lise? Alors, je vais faire mentir cette idée ça vient de l'industrie, parce que moi, je suis programmeur à la base, donc moi, je suis développeur. J'ai vu que c'était la partie informatique. Oui, voilà. Et donc, moi, je suis venu à ça. Donc, j'étais un des premiers en France à faire ce qu'on appelle les méthodes agiles. Vous avez dû croiser ces approches-là. Et ce que j'ai vu au bout d'un moment, c'est qu'en fait, il y avait une limite en fait, à avoir des équipes agiles qui travaillent quelque part dans leur coin. Et j'ai fait une rencontre en fait, de quelqu'un qui était à l'Institut Lean France. Et j'ai creusé en fait cette question jusqu'à réaliser que, en fait, il y avait un ensemble de frustrations que je vivais au quotidien en tant que chef de projet, en tant que chef d'équipe. Dans l'informatique. Dans l'informatique, où je me suis dit, en fait, il faut creuser ce machin-là. Et c'est ce que je fais maintenant depuis une douzaine d'années. Ce machin-là, parce que c'est vrai que quand on se plonge dans l'affaire, il faut vraiment s'immerger corps et âme. Vous démarrez dans la préface, c'est très intéressant parce que vous nous dites aujourd'hui le modèle français, j'allais dire européen, presque mondial, occidental, minimum, des pays développés à minima. Vous dites globalement c'est un grand chef qui délègue à quelques chefs et vous dites, et je vous cite, et on croise les doigts pour qu'ils aient vu juste parce que ces grands chefs vont faire exécuter ce qu'ils ont en tête. Malheureusement, s'ils n'ont pas vu juste, patatras, tout le monde exécute et on va dans le mur. Est-ce que c'est ça le modèle actuel? Hormis quelques exemples dont on va parler sur le Lean. C'est en tout cas peut-être un peu caricatural, mais c'est quand même très souvent ça. C'est comme ça depuis les années 50, 60. Ça tombe d'en haut, quoi. Ouais. Voilà, et puis on décorrèle la stratégie et l'exécution. Et il y a les stratèges, donc on va dire, c'est peut-être pas un homme, mais au moins un comité de direction qui a sans doute une clairvoyance sur les sujets, qui décide et puis qui ensuite fait effectivement exécuter par les équipes. C'est vrai, oui, c'est ça, c'est ce qu'on observe en fait. Ça tombe d'en haut et tout le monde exécute, quoi. Ouais. Oui, sous deux formes en fait. Une première, c'est des indicateurs de performance à atteindre. Donc on va dire à tel département, voilà ce qu'il faut faire, et puis aussi les plans d'action, voilà le plan stratégique de l'année, et voilà maintenant il faut dérouler ça. Un peu les salariés, ça les plans d'action. En fait, il reste. Après, c'est comment on fait avec tout ce que ça engendre comme difficulté, comme une chose qui n'était pas prévue, comme tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle. Il faut démêler ensuite les situations parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a décidé que ça va se passer comme on avait prévu. Alors. On va parler de Toyota parce que pour rendre les choses concrètes, on voit que tout ça vient d'Asie. Alors je crois que le fondateur, j'ai peur d'écorcher son nom, Tari Nohono, qui est en Tachi Ono. Alors c'est un des contributeurs en 1912. Puis en 1958, pour faire un petit calendaire, Toyoda, donc celui qui va créer Toyota, on est d'accord, s'empare en 58 de tout cela. Et puis ensuite, tout cela va essaimer. Vous dites quand même, la version du Lean, c'est apprendre à chaque collaborateur, c'est tiré de votre livre, dirigeant compris, à prendre du recul de manière systématique et à s'interroger sur son propre travail, sur le pourquoi et le comment de son activité. En un mot, vous demandez à chaque collaborateur, jusqu'en haut de la pyramide, de se remettre en question. C'est ça. C'est ça. De réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Et donc la réflexion, c'est peut-être pas si mal. Ah mais je partage. Voilà. Au lieu de reproduire sans cesse ce que nous pousse à faire tout, et la société et même nos cerveaux, nous poussent à reproduire tout le temps la même chose. Le confort. C'est quand même plus facile. On a tous nos habitudes et voilà. Sauf que nos habitudes n'ont aucune raison de nous emmener à chaque fois vers les bonnes pistes et surtout vers de l'innovation, vers des choses nouvelles, alors qu'on est sans cesse confronté à des nouvelles situations dans lesquelles il faut apprendre à faire différemment. Donc là, c'est comment on réfléchit à ça, en fait, justement. Tournons-nous vers Toyota, parce que Toyota, c'est celui qui est cité. Lean, c'est sans superflu.
ça a été le début, pas d'une polémique, pas d'une controverse, mais de certains qui ont dit, mais attendez, le lean, il faut se méfier, c'est dégager tout superflu, c'est finalement nettoyer et vérifier qu'il n'y ait pas des coûts absurdes dans les entreprises, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de dépenses comme ça qui partent. C'est aussi une gestion rigoureuse. C'est d'abord l'humain, c'est d'abord de la gestion rigoureuse. C'est quoi exactement le lean? Parce que c'est là-dessus que ça frotte. Ouais. Si on devait le définir, en fait, on pourrait le poser comme en fait une méthode pour devenir un meilleur leader. Avant de le voir comme quelque chose qu'on décline dans l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir, et c'est ce qu'on déroule dans le livre en fait, c'est quelque chose qu'il faut voir comme vraiment une pratique personnelle. Et donc c'est un leader qui se dit, tout à fait, Bah oui. bah oui, fatalement, Bah ouais, non, mais... et qui va se dire en fait, comment est-ce que je progresse en tant que leader pour réussir. Ça c'est un premier point. Le deuxième point qui est caractéristique du lean et qui donne cette coloration en fait à la démarche, c'est que c'est un système d'apprentissage. On est là pour apprendre. Et donc, pour faire le lien avec ces histoires de gaspillage ou de ces lignes, on serre la vis, il n'y a plus d'argent. Alors, c'est pas tellement qu'on serre la vis. Le point de départ, c'est de considérer qu'à chaque fois qu'on a une idée fausse, qu'on croit un truc qui est faux, en fait, on va faire d'une bêtise qui va se traduire par un surcoût. Par exemple, je pensais qu'il fallait cet équipement-là et j'ai fait une mauvaise commande, et je vais la reprendre. Vous voyez? Donc, quelle que soit l'activité où je pensais qu'il fallait écrire ça dans la proposition commerciale parce que c'est ce que voulait le client, je n'ai pas du tout compris ce que voulait le client, je vais devoir m'y reprendre. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une corrélation très très claire entre est-ce que les gens sont clairs, est-ce qu'ils sont compétents, est-ce qu'ils ont toute la formation et est-ce que c'est efficace. Et alors, là, par contre, je pense qu'on sera un petit peu opposé à cette histoire de tour de vis, parce qu'en fait, la tour de vis empêche d'apprendre. La perspective Lean, c'est on regarde tous les problèmes du quotidien pour se dire, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Quel est le truc qu'on n'a pas compris qui fait qu'on est arrivé à avoir ce gaspillage-là? Et du coup, comment est-ce qu'on devient plus fort? En fait, le concept, vous le dites très souvent dans des débuts de chapitre, vous venez opposer l'exploitant à l'apprenant. Donc on a compris que le lean, c'était des collaborateurs qui apprenaient, qui se remettaient en question, avec des managers qui étaient des accompagnateurs et non pas de ceux qui devaient flécher les ordres. D'accord? Et exploitant, j'allais dire, c'est presque au sens marxiste du terme. Presque. Non mais vraiment. Donc ça veut dire qu'on libère les énergies et que le manager n'est plus là pour quoi? Pour contrôler en fait. C'est ça l'idée. Chacun devient presque autonome de sa tâche. En fait, le manager dans ce système, il est là pour mettre en place les conditions de l'apprentissage. Donc ça veut dire, sur le travail, comme on voit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, d'ailleurs comme le disait Régis à l'instant, comment on voit qu'on a fait des défauts, donc il y a un truc qu'on n'a pas compris dans l'histoire, donc on le visualise, hein, quand on dit le voir, c'est vraiment le visualiser ensemble, il y a beaucoup d'outils qui sont vraiment basés sur la visualisation, et puis après, comment du coup on va réfléchir ensemble pour ne pas refaire la même chose. En fait, sur cette idée des coûts, c'est pas tant de réduire le coût unitaire, qui est quand même la base du raisonnement exploitant, où on veut absolument optimiser les coûts unitaires, mais c'est plutôt de comment on essaye d'éviter les coûts liés à nos conneries, pour faire simple, hein, parce que là tout le monde comprend. Si on a fait des défauts, si on refait le travail qui a déjà été fait par un autre parce qu'il a été mal fait, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas su faire, qu'on veut apprendre à faire pour éviter ce coût qui n'a pas lieu d'être et qui n'apporte pas de valeur. Ça, c'est tiré de votre livre, je crois que c'est même tiré de la pensée d'un des fondateurs. Le coût globaux reflète nos erreurs de pensée. Ça fait exactement écho à ce que vous dites. Ouais. Et un produit nouveau qui ne se vend pas ou une grève qui dure trop longtemps, c'est une erreur évidemment de dialogue social. Avec un schéma, l'exécution sans l'exploration et le savoir sans la créativité sont dangereux et coûteux. Donc en fait, vous essayez d'éviter ce type de difficultés aux décideurs, aux investisseurs. Absolument. Parce que derrière, il y a les actionnaires, évidemment. Voilà. Sur la controverse, une fois qu'on est libre, qu'on a été libéré, il y a une forme de libération. Ça se passe comment? Revenons à Toyota, puisque vous êtes dans des secteurs différents tous les deux, l'informatique et la poste. Chez Toyota, ça s'est manifesté comment? Implémenté, je ne sais même pas s'ils l'ont implémenté, ils l'avaient déjà en eux, en fait, j'imagine, cette méthodologie, ou pas. On a une entreprise en France, d'ailleurs, Toyota à Valenciennes. Oui, alors on peut réagir sur cette opposition entre réduction des coûts, contrôle et libération, quelque part, qui serait l'autre côté, bien sûr, qui serait l'autre côté, en fait, du pendule. En fait, le lean se met un peu au milieu, c'est-à-dire que la question n'est pas tant de libérer les gens que de changer la nature des conversations qu'on a avec eux. Donc, ce n'est pas une conversation de type je te donne un ordre ou j'attends un objectif. Ce n'est pas non plus libérer, si je caricature, hein, au sens qu'est-ce que tu en penses, réfléchis par toi-même. Là, en fait, on a un juste milieu, c'est collectivement, par rapport aux exigences du client, par rapport aux problèmes qu'on voit opérationnellement, qu'est-ce qu'on doit apprendre. Mais chez Toyota, concrètement, quelqu'un qui est sur une chaîne de montage, même si elles sont automatisées, on sait comment ça marche, est-ce que quelqu'un qui est un ouvrier ou un technicien est capable de remettre en question un process
parce qu'ils considèrent qu'on va gagner du temps. Parce que l'idée, quand même, la finalité de tout ça, c'est de vendre la voiture le plus vite possible. Vous comparez ça à un corps humain et vous dites qu'il faut que le sang circule très vite et à grande vitesse. Et que ça fonctionne. C'est ça l'idée, la finalité. Alors, ouais. C'est quand même que l'entreprise s'enrichisse, développe et accroisse sa valeur. Alors, il y a deux choses en même temps. C'est par exemple quand on va, même à Valenciennes, visiter, on voit partout sur les murs des paperboards, peu importe le système, avec les problèmes. Donc là, c'est bien les opérateurs qui relèvent les problèmes. Ils posent des problèmes. Et qui disent, là, ça ne marche pas comme il faut. Voilà, donc il y a un truc. Et après, ils ont des temps pour faire de l'amélioration et pouvoir chercher... Ça, c'est du lean. Du lean, absolument. Ouais. On est d'accord. Absolument. Ça veut dire qu'ils constatent, ils notent, ils continuent la production, puis dans un temps dédié, Ils cherchent... posent sur la table à résoudre le problème. Absolument. Et donc par des petits groupes, ça dépend de la nature du problème, parce que des petits groupes, des plus grands groupes, ils vont chercher peut-être des contributeurs dans l'entreprise à l'endroit où ils en ont besoin, mais c'est vraiment inclus dans le principe de management, c'est-à-dire qu'il y a même des objectifs finalement pour les managers, qui est que chaque collaborateur puisse participer une fois, 2 fois, 3 fois par an, je ne sais pas où ils en sont, mais à des améliorations pour des pratiques de travail et pour améliorer des processus. Je reviens quand même au modèle asiatique et japonais. Ça, c'est quand même un modèle très japonais. Alors, chacun... Non, c'est faux. Non. En fait, j'ai lu que chez Honda, ils faisaient la même chose, alors, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est pas dans d'autres sociétés asiatiques. Honda fait la même chose. Mais par exemple, quelque chose qui est vraiment caractéristique du lean et qui est chez Toyota et qui est typiquement pas du tout asiatique, c'est ce qu'on appelle l'andon. L'andon, c'est quand quelqu'un est en difficulté sur son poste de travail, il tire alors une chaîne ou autre chose, voilà, symbolique, ou une lumière ou quoi que ce soit, et le chef arrive pour l'aider, pour le soutenir, pour voir ce qui se passe, etc. Ça veut dire que l'opérateur a le droit de dire je ne sais pas faire, ou je ne suis pas sûr de savoir bien faire, ou je ne suis pas sûr de savoir faire comme il faut dans les temps, et donc avouer qu'il ne sait pas faire, ce qui est sans doute l'inverse de la culture japonaise, où justement... On n'avoue pas. Voilà. Donc là, on voit qu'en fait, ce système, il a été conçu, il est hybridé, en fait. Il est hybridé de plein de choses qui viennent du monde entier et qui ont été après, qui ont constitué ce système d'apprentissage que constitue du coup le Régis, modèle. donc là, on y voit un peu plus clair chez Toyota. On voit bien, évidemment, très concrètement. Il faut attendre la page 228 de votre livre. C'est très intéressant. C'est la dernière. C'est avant les remerciements. Donc oui, je suis allé jusqu'au bout. Et vous dites que la méthode Toyota n'est pas un outil d'exploitation des salariés. C'est-à-dire vous enfoncez le clou au cas où on ne l'aurait pas compris. Je mets parenthèse version Marx, mais comme un système apprenant qui crée de l'autonomie, de la prise d'initiative. Finalement, vous venez clouter la philosophie. Quand vous avez des chefs d'entreprise en face de vous, des décideurs, des investisseurs, j'imagine que votre livre doit servir aussi à faire du prosélytisme. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils comprennent ce que vous leur vendez? Oui, tout à fait, ils le comprennent. Comme vous le disiez non, mais je suis naïf, tout à l'heure. Je me place dans l'idée de quelqu'un qui découvre. Non, et en fait, ils le comprennent. Bien sûr, ça dépend des gens, bien sûr, mais en fait, ils le comprennent parce qu'eux-mêmes ressentent quelque part profondément la nécessité de livrer très très vite quelque chose de qualité aux clients. Aller vite, ils le voient. C'est ça. Souvent, c'est des gens qui sont issus du terrain, qui voient le terrain, et ils voient bien qu'il y a tout un tas d'anomalies, de difficultés. Et en fait, c'est pas si loin que ça de se dire, mais finalement, ils voient bien que cette erreur qu'on a faite, ce bug informatique, cette proposition qu'on a ratée, en fait, il se fait juste qu'ils aient ce déclic pour qu'ils en voient le coût, en fait. C'est-à-dire, en fait, il aurait fallu être un petit peu plus intelligent, un peu plus affûté, un petit peu plus attentionné pour s'en rendre compte. Si je m'autorise, ça veut dire que c'est une révolution des managers. Ça veut dire que fait. Dans la chaîne de commandement, parce qu'il y a une partie que j'ai trouvée formidable, c'est que Clausewitz, c'est la guerre. Et c'est vrai pour les gens qui font la guerre, c'est vrai pour ceux qui les suivent, les journalistes. Vous dites, la seule chose qu'on sache sur les terrains de guerre, c'est ce que dit Clausewitz, je crois, c'est qu'on ne connaît que le premier pas. Et après, le deuxième, c'est l'inconnu absolu. Il y a quand même une similitude. Et vous dites que les officiers sur le terrain, la guerre est en Ukraine, c'est aux officiers sur le terrain qui emmènent leur bataillon d'être le plus autonome et le plus agile. Est-ce qu'il y a une similitude à faire avec les équipes dans les entreprises? Parce que parfois, ils sont écrasés par une bureaucratie, donc l'état-major, et ils ne peuvent plus prendre de décision, et en n'en prenant pas, en fait, ils se font tuer, en l'occurrence. Et c'est vrai aussi dans l'entreprise, ça? On essaye de ne pas avoir de mort quand même. Non, mais c'est une symbolique, mais ils se font tuer économiquement. Non, mais ce qui est sûr, c'est que là, l'idée, c'est que il y a une sorte de vision partagée de là où on doit aller. Donc là, il y a beaucoup de sens à donner, beaucoup de réflexions, de discussions à avoir pour être sûr
et pour partager et pour être sûr que tout le monde s'est approprié les raisons de là où on veut aller. Donc là, sachant qu'on n'a pas parlé depuis le début, mais on va le remettre là à ce moment-là. Mais allez-y, c'est le moment. Là, c'est le client. C'est que Oui. on oriente Servir aussi, le client. voilà, on oriente toute l'énergie de la boîte sur comment on va mieux servir le client. Et alors c'est pas du tout, c'est pas du tout bisounours. C'est vraiment si le client est satisfait, il va rester chez nous. Donc si il va acheter notre produit. Et ça va développer la boîte. Bah oui. Donc c'est du coup comment on oriente toute notre énergie pour mieux servir le client. Et qu'est-ce que ça veut dire mieux servir le client? On se met vraiment tous d'accord à tous les étages de l'organisation. Et après, chacun là où il est autonome pour essayer de faire du mieux qu'il peut pour servir cet objectif-là. Sans citer les entreprises sur lesquelles vous êtes en accompagnement, sans les citer nommément, mais vous avez des exemples, j'imagine, vous les accompagnez au quotidien. Comment ça se passe? Comment vous organisez un accompagnement Lean? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a de la formation. Il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Alors, des formations de toutes sortes, qui ne sont pas forcément en salle, comme on a l'habitude de le voir. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de formations sur le terrain, en accompagnement des managers. On va voir ensemble. D'accord. Voilà, on va voir ensemble. D'accord. C'est vraiment ça, la technique. C'est comment on va voir ensemble pour discuter de ce qu'on voit, essayer de le comprendre et du coup, faire un peu changer. Alors, ce qu'on appelle, nous, dans notre livre, les modèles mentaux. Oui. C'est qu'on a des modèles mentaux tous sur... on a des certitudes sur un certain nombre de sujets et comment en allant voir la réalité, on arrive à bouger un peu ces modèles mentaux et à réfléchir d'une autre manière pour justement peut-être faire un peu pivoter Donc c'est un pratique processus managériale. Je veux dire, dès lors que vous rentrez en formation avec les personnes, vous ne pouvez pas vendre du rêve aux chefs d'entreprise. Il y a un processus quand même de transformation intérieure et ça ne se fait pas en une semaine de formation. C'est pas possible. Pas une semaine. Mais non, on a des réflexes, on a des process. Il y a plusieurs phases. Ce qui va se passer, c'est que quand on va aller sur le terrain, parce qu'en fait, l'idée, c'est que le terrain, c'est celui qui éduque le dirigeant. Donc, quand le dirigeant va aller sur le terrain, ce qui va se passer dans les premières semaines, c'est qu'il va voir quelque chose. Il va réaliser quelque part les limites de sa stratégie dont on a parlé en fait au début, qui était un peu pensé en salle. Il se dit c'était comme ça. Ouais, et donc en fait, il y a des mais ça marche pas comme je l'avais imaginé. Voilà, souvent il y a une forme de choc. Et là, il se dit, il faut on pivote. Comment j'essaye de faire un premier truc différent. Parce qu'en fait, c'est vraiment petit à petit. On commence un truc, on fait du pas à pas, on y va, on voit que ça marche. Ah tiens, je vais en essayer un deuxième, voilà. Et petit à petit, ça percole, on va dire, dans l'organisation. Et ça prend quelques mois, et puis après, au bout, on va dire, de 1 an, 2 ans, en fait, quelque part, il y a des résultats tout de suite, parce qu'en fait, on voit des choses, on avance mois après mois. Et en fait, il faut un certain temps pour que petit à petit, déjà, le dirigeant se soit plus approprié, mais aussi que peut-être d'autres personnes aient été nommées, que l'entreprise change jusqu'à, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. En fait, ça devient... Non, il reste plus que les gros murs, c'est des gens qui se déplacent, pas nécessairement des gens qui partent. Ouais, vous gardez les cloisons quand même. Non, il faut faire dire. Mais l'idée, c'est que petit à petit, en fait, l'entreprise prend la forme de ce qu'a envie de faire le patron. Et ce qu'il a envie de faire, c'est une boîte dans laquelle on est sur le terrain, on regarde les clients, on regarde les problèmes et on apprend. Ouais, on discute ensemble. En fait, c'est ce qui caractérise tous ces patrons qu'on accompagne les uns ou les autres, quel que soit le secteur d'activité. Créer du lien. Ouais, c'est comment on discute des vrais problèmes que les équipes rencontrent pour bien satisfaire les clients. Comment, du coup, l'idée, c'est pas d'être qu'il y en a un qui ait raison. L'idée, c'est pas d'avoir raison, c'est de comprendre les mêmes choses. Une fois qu'on a compris le problème, globalement, on est à peu près... Et là, le sang circule dans le corps et le produit sort à vitesse rapide, de qualité. Parce qu'il faut quand même préciser qu'il faut que les produits, je pense à Toyota, ils ont un contrôle qualité, je suis allé voir, qui est excessivement draconien. C'est vrai que je crois que c'est les Yaris qui sortent des chaînes de montage. C'est vrai que le service client, la qualité sortie véhicule est très bonne. À la toute fin, la dernière phrase de votre livre, alors là, vous nous ouvrez un spectre qui est très large. Alors, il y a 3 questions que vous posez, et parmi ces 3 questions, vous dites quelle est la première chose à apprendre. Ce sont les derniers mots de votre livre. C'est quoi la première chose à apprendre dans le Lean, dans ce concept très concret finalement? En fait, alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'il faut apprendre d'un point de vue Lean, mais surtout ce qu'il faut apprendre du point de vue de l'entreprise. Et l'idée, c'est que c'est ce qu'on va chercher en fait au tout début. On va se dire, par rapport aux enjeux de l'entreprise, on va aller sur le terrain pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le truc qu'on n'a pas encore compris qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Alors ça, il faut se laisser porter. Ça, c'est essentiel, ça. C'est la base de la réussite. C'est d'abord comprendre le problème pour pouvoir ensuite faire avancer la boîte. Si vous n'avez pas compris d'où venait le problème... Il y a une notion de découverte.
D'accord. Il faut apprendre, et c'est parfois difficile pour les dirigeants qui ont potentiellement fondé l'entreprise, qui la connaissent sur le bout des doigts, de se dire en fait je vais retourner sur le terrain et voir. découvrir que ça en fait je pensais pas du tout que c'était comme ça. Ouais, Et c'est le des grosses problème boîtes, va émerger. c'est des grands groupes, c'est des groupes. Oh non, là je Il y a parle tout, d'entreprise il y a un peu de tout, en fait. à 50, 100 personnes, ça commence. Ah, ça commence. Ouais. Oui. Est-ce que vous le dites, 6, 60, 600 Ouais. Oui. Il y a toutes sortes d'entreprises avec des tailles différentes qui sont dedans. Peut-être que pour compléter ce que tu dis, juste la première chose à apprendre, c'est sans doute que le lean, ça commence par soi-même. Oui, c'est ce que vous avez dit au début. Exactement. C'est un travail sur nous-mêmes. C'est que d'abord, si je ne change pas mon regard, moi, sur l'activité, sur les équipes, comment je peux demander aux autres de changer? Mais C'est un peu, pour boucler notre échange, vous qui avez changé de vie, parce que vous avez quitté votre poste à la Poste pour vous y consacrer, vous aussi, vous êtes totalement impliqué. Vous rêvez de quoi aujourd'hui? Que dans les écoles de commerce, les écoles de management, les formations, bah oui, absolument. parce que c'est dès le départ qu'il faut éduquer. C'est pas quand on a 20 ans de boîte qu'on vous dit, tiens, viens apprendre la méthode Lean. Bah, je sais pas, oui. Si, alors c'est exactement ça, sachant qu'aujourd'hui, le modèle dominant qui est diffusé dans toutes les universités, les écoles de commerce, etc., c'est le modèle financier, on va dire, de management financier. Bah oui. Or, nous, il nous semble que c'est une excellente alternative à ce modèle financier qui, en plus, fait gagner tout le monde, parce qu'en fait, il y a des meilleurs produits pour les clients, il y a des managers qui sont aussi plus heureux, des équipes plus autonomes, et ça se voit dans toutes les enquêtes internes qu'on fait, là où il y a des démarches Lean, les enquêtes internes, la satisfaction des collaborateurs, elle augmente parce qu'on gagne en autonomie, on gagne en tout ça. Et en général, on pense aussi à la société, enfin, on ne l'a pas trop développé dans ce livre, mais c'est aussi un sujet qui est vraiment compris dans le Lean. C'est comment on fait attention. Voilà. Donc, on se dit, c'est quand même dommage que ça ne soit pas plus diffusé. Et pas exclusivement piloté par des stratégies de gestion financière et de réduction des coûts qui là, sont souvent assez violents à l'égard des salariés. C'est ça Oui. Et on voit il faut que les étudiants l'apprennent, il y a une forme de désaffection en fait, par rapport au monde de l'entreprise. Hein. Les plus jeunes qui sortent des belles écoles se disent, oh là là, moi je ne veux pas aller travailler dans une grande boîte, je vais être broyé. Donc en fait, ils cherchent du sens, ils cherchent l'autonomie, ils cherchent à apprendre. Donc ça, c'est une première facette. Une deuxième facette, c'est que la société doit changer. On a quand même l'épée de Damoclès climatique. Du coup, en fait, si on continue à faire tout le temps les mêmes choses, en fait, on va avoir tous un souci. Et l'idée, c'est vraiment, ce dont on rêve, en fait, c'est que ce modèle-là se diffuse, parce qu'on observe tous les jours dans l'entreprise que ça fonctionne. Parce que Régis Médina et Anne-Lise Selzer, vous évoquez finalement, pour conclure, sans être caricatural, mais une forme de gabegie parfois dans les entreprises, comme la bureaucratie administrative peut en générer, c'est-à-dire des gabegies. On ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on le fait. On perd un peu le sens de tout. On perd un peu le sens de tout. Son travail d'ailleurs en plus. Et du sens que l'on met à son travail, et à la fin, ça devient des coûts supplémentaires, puisqu'on en revient à Lean, et finalement des salariés un peu perdus. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc le patron, alors en fait, il faut que le patron en ait pris conscience. Donc vous rencontrez, j'imagine, le top manager. Il n'y a qu'eux qui peuvent insuffler la dynamique, non? Il n'y a qu'eux qui peuvent au départ, mais ça commence parfois dans des entités où le patron de l'entité a envie d'y aller, puis après ça peut remonter en haut. Enfin voilà, donc il ne faut pas brimer ceux qui ont envie d'y aller, qui ne sont pas tout en haut, mais qui peuvent aussi commencer à diffuser. On l'appelle la méthode Lean. C'est comme ça qu'on le vend, que les patrons le vendent. Et c'est la méthode Lean. Oui. C'est ça. Oui, ça démarre comme ça. Oui. Merci à vous de m'avoir éclairé, de nous avoir éclairé, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très très vaste. Apprendre avec le Lean, accélérateur d'intelligence collective, édition Erol, 228 pages, et quelques annexes. Michael Ballet, Jacques Chaise, Régis Médina qui était avec nous, et Anne-Lise Selzer qui était avec nous également, et qui consacrent leur vie professionnelle, en tout cas, à cette méthode Lean, à découvrir, à méditer. J'ai presque envie de dire à méditer, parce que c'est un vrai travail de réflexion intérieure qui vient d'Asie, mais qui a essaimé, avec une préface d'Alexandre Muliez. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, évidemment, et on parle d'emploi, de recrutement et de la guerre en Ukraine. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la guerre en Ukraine et son impact sur le recrutement. On en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur relations entreprises groupe EDC Business School. Les impacts de la guerre, on le sait, et pas seulement la guerre en Ukraine d'ailleurs, c'est jamais neutre sur l'emploi. C'est vrai que ça impacte clairement les indicateurs de recrutement. Clairement, alors il est encore un peu tôt pour voir tous les impacts. On a du recul, là. C'est vrai que ça aurait été utopique de penser qu'un événement extérieur, quel qu'il soit, et notamment une guerre,
n'ait pas d'impact sur l'économie et sur les recrutements. Alors, on n'a pas forcément énormément d'historique. Par contre, on sait que, et ça remontait très loin, mais enfin quand même déjà il y a plus de 30 ans, sur la guerre du Golfe, en 91, on avait pu voir un impact sur les recrutements de cadres, puisqu'entre 91 et 92, les recrutements de cadres avaient baissé de 20%. 20%, oui. Et surtout, on avait atteint un point bas en 93. Alors, loin de moi l'idée d'être un oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai que cette guerre, à l'époque du Golfe, avait entraîné plein de modifications, et notamment économiques. Et on voit aujourd'hui, à l'heure actuelle, réapparaître des éléments économiques qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. Je pense notamment à l'inflation, à l'augmentation des coûts des matières premières et ainsi de suite, qui peuvent avoir un impact peut-être plus lourd à terme, je ne l'espère pas, sur les recrutements. À date, on en reparlera, hein, ça reste assez faible, mais il y a des impacts. Il y a 2 chiffres que vous aviez, c'est le taux de croissance zéro au premier trimestre 2022, oui. alors même si la croissance sera positive sur l'ensemble de l'année, et puis on a des chiffres quand même d'intérim qui ont baissé. Qui ont baissé. Alors pourquoi on prend ces 2 chiffres, ou pourquoi je prends ces 2 chiffres? C'est qu'on sait qu'effectivement il y a quand même 2 indicateurs avancés du marché de l'emploi. Le premier, c'est le taux de croissance, alors qui est plutôt lié au marché de l'emploi en général plutôt que celui des cadres. Lorsque la croissance est en augmentation, forcément, et notamment à l'époque on parlait de plus 2, maintenant je pense qu'on peut dire plutôt 1%, 1,5%. Oui. Voilà, globalement, il y aura des créations d'emplois. Et puis le deuxième élément, c'est l'intérim. Ça veut dire qu'il y a un besoin de main-d'œuvre de la part des entreprises. Et là, c'est vrai que pour la première fois depuis 6 mois, l'intérim était en baisse. Alors, il faut toujours rester prudent. Sur un an glissant, il est en hausse. Oui. Mais effectivement, sur l'un des derniers mois, il est en baisse. Donc, c'est 2 indicateurs sur lesquels il faut prêter une attention. Moins 2,4 du Moins 2,4, l'emploi tout à fait. d'intérim entre fin janvier et février 2022. Oui, exactement. Et il y a aussi, ça c'est un signe intéressant, parce que ça, il faut l'observer, c'est la confiance des entreprises et des recrutements. Alors, oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a 2 éléments. Alors, il y a la confiance, parce qu'on le sait, le marché repose sur la confiance, qui entraîne ensuite de la mobilité, notamment du turnover. La confiance, c'est déjà la confiance dans la capacité à faire des affaires. C'est le fameux indicateur de l'INSEE qui est en baisse de 7 points. Alors, sur un indicateur synthétique de 105, mais ça veut dire qu'en tout cas, il baisse. Il reste relativement haut, mais il est en légère baisse. Oui, c'est pas une énorme baisse. Non, c'est pas une énorme baisse. C'est juste une tendance, en tout cas pour l'instant ponctuelle. Et puis, il y a l'indicateur de confiance des entreprises, et là pour le coup, qui est mesuré par un autre institut, et là pour le coup qui est en baisse de 6 points. Alors il reste là aussi relativement élevé, plus de 70%, mais il est en baisse, et donc forcément ça incite une moindre confiance ou des moindres intentions dans les recrutements, puisque là encore on voit que 58% des entreprises ont prévu de recruter des cadres, et là c'est en baisse de 9 points. Alors ça c'est intéressant, puis il y a quand même une légère baisse des recrutements de cadres, ça c'est les sources APEC. Oui, tout Alors à fait. c'est pareil, c'est comme pour l'indicateur, c'est pas une énorme baisse, mais ça baisse. Non, c'est pas une énorme baisse. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on a annoncé un nombre record de recrutements, 289 000. On passe à 282 000, ce qui sera toujours un recrutement de ça cadres, reste très haut. Puisque le record est de 2019 à 281 000. Alors, c'est pour ça que c'est toujours difficile de comparer avec des époques passées. Je rappelle quand même qu'en 92, parce que j'ai repris un exemple très loin, La guerre au Koweït. on était à 100 000 recrutements de cadres. Donc, il y a aussi une évolution forte de la part des entreprises à recruter des cadres, un statut qui est davantage donné aujourd'hui, ne serait-ce que par la montée des diplômes. Donc c'est difficile de comparer, mais on sait en tout cas que la guerre a forcément un impact sur les recrutements et sur la confiance. Donc on est encore dans l'effet sortie de Covid avec une économie qui relance, mais on voit au même moment un vecteur contraire qui ralentit un peu le rythme. Soit ce vecteur est conjoncturel et effectivement la dynamique continue. On peut penser que la dynamique va quand même continuer parce qu'il y a quand même des vraies pénuries de recrutement avec des entreprises qui cherchent quand même à se transformer. Donc sur certaines typologies de profils, il y aura des difficultés de recrutement, il faudra quand même aller les chercher. En même temps, ça peut être de manière un peu plus structurelle avec un nombre de recrutements qui va rester relativement en deçà de ce qui était prévu. Et puis intention de recrutement des grandes entreprises, là aussi, toujours la même chose, c'est la même mécanique. Oui. Il y a une baisse, et un peu plus significative que les baisses précédentes. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, 58%, moins 9 points. Alors on sait que dans la structure du marché de l'emploi, les grandes entreprises, ce sont celles un peu qui donnent le là d'un point de vue médiatique. Bien sûr. En revanche, le gros volume de recrutement, on le sait, il est plus porté par les petites structures, TPE, PME et ETI. Alors, il y a quand même, on le voit sur ce plateau, toujours les profils sous tension, les secteurs sous tension, alors, la tech évidemment. Oui. Là, globalement, eux, les fameux talents ne sont pas impactés. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas impactés. On peut penser, ou en tout cas, je pense que ces talents seront moindrement impactés que les autres, tout simplement parce qu'il y a quand même une mutation de fond et une tendance de fond à aller recruter des profils qui permettront la transformation des entreprises. Je pense beaucoup aux études, à la recherche et développement et aux activités informatiques et télécoms qui, elles,
vont continuer à croître respectivement de 8 et 9% sur des volumes assez élevés. Hein. Le secteur des activités informatiques, c'est plus de 60 000 recrutements. La R&D, d'un point de vue fonctionnel, c'est 50 000. Très important. Je donne toujours cet exemple-là. Alors, sur l'industrie pharmaceutique, historiquement, il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'industrie pharmaceutique et du recrutement des profils commerciaux, les visiteurs médicaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup surtout de la R&D, de la capacité des entreprises à sortir les bonnes molécules et à se transformer. On a vu quand même un monde de l'industrie pharmaceutique qui a été complètement révolutionné. Juste un mot, ça c'est pas dans les chiffres que vous aviez apportés, mais la guerre en Ukraine, on nous dit aussi, et on le voit d'ailleurs avec l'usine de Mariupol qui est dévastée, qui était un site industriel incroyable, est-ce que ça ne va pas aussi réfléchir nos industries, une partie de nos productions localement et en France? C'est de nouveau recréer de nouveaux emplois de cadres et pouvoir relancer la tendance. Ça peut s'inscrire dans une tendance de fond, qui est de dire il faut réindustrialiser, Pas le choix. réinternaliser, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Et on s'aperçoit. Et le Covid en Chine, j'ai oublié. On s'aperçoit que finalement, on voit qu'on subit des événements extérieurs, que finalement on subirait moins si l'industrie était en France. Après, ça fait quand même plusieurs années qu'on le dit, qu'on essaye. Il y a quelques cas pratiques qui ont été réalisés. Maintenant, de là, ce qui est une tendance de fond qui s'opère, j'allais dire, je donne mon joker pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour l'affirmer. Mais effectivement, on sent dans l'esprit une volonté de réindustrialiser, de refaire venir effectivement des entreprises en France. Juste un mot, parce qu'on l'avait évoqué, et vous suivez ces tendances d'assez près, Julien, juste avant de nous quitter. Bien sûr. Le désir de partir au vert, ça avait été ausculté pendant le Covid. Est-ce que les cadres ont tenu promesse, ou est-ce que c'était un petit peu le désir de Venise, un désir plus qu'une réalité? Est-ce que ça s'est signifié, matérialisé concrètement dans les faits? Alors, il y a peu de chiffres quand même qui ont été vraiment publiés. On voit qu'effectivement, pour certaines grandes villes, je pense notamment à Paris, si on prend d'un point de vue démographique, alors j'allais dire Paris se vide. Non, Paris ne se vide pas, mais on voit quand même baisse qu'il y a une baisse de la population à l'intérieur de Paris, que certains cadres sont allés se mettre un peu à l'extérieur et que le prix immobilier de certaines villes intermédiaires ont fortement augmenté. Donc on peut supposer... Lesquelles Tours toutes celles qui sont relativement proches et surtout qui ont une gare TGV ou en tout cas une gare... Le Mans, Tours... Exactement. Oui. Il y a un très bon article qui a été fait notamment sur la ville du Mans dans un média où effectivement il y avait une forte augmentation des prix. Le Mans, c'est à 1 heure de Paris, sachant qu'effectivement il n'y a pas que Paris en termes d'emploi, mais on le sait, ça pèse quand même à peu près 35 à 40% des recrutements de cadres. Donc forcément, ça a un impact. Donc je pense que il y a eu une évolution, de là à dire qu'il y a eu un bouleversement. Non, il y a eu une évolution, c'est certain, mais pas un bouleversement. Et vous qui observez, juste avant de nous quitter en mot conclusif, le marché de l'emploi, j'ai vu quand même que le télétravail, non pas refluait, mais qu'il y avait quand même une petite tendance là à plutôt faire revenir les collaborateurs sur site, même en gardant l'hybride. Vous l'avez cette tendance et qui fait qu'on hésite un peu à partir loin, quoi. Alors, il y a une tendance, je pense, à l'hybride, parce qu'effectivement, on a bien vu, le full remote, ça ne fonctionne pas. Je pense que la bonne norme, c'est entre 2 jours et 3 jours de télétravail ou vice-versa. L'idée est simplement de se dire, si je retourne dans les locaux, il faut que j'y retourne, entre guillemets, pour une bonne raison, pour créer effectivement une solidarité entre équipes et mener en place des projets. Et dans des conditions optimales, voilà. Il ne faut pas le choix à 700 km. Je n'y vais pas juste parce que je dois y aller, et c'est ça l'évolution, à mon avis, majeure. Donc je pense que le modèle hybride a toute raison de perdurer pour le coup, avec un rythme qui doit être trouvé selon les entreprises et bien évidemment les missions de chacun. Et donc l'Île-de-France reste encore un bassin d'emploi très dynamique. Très dynamique. Ça va sans dire. Bien sûr. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Nous parler de ces impacts de la guerre en Ukraine sur l'emploi, avec quand même des petites tendances à la baisse. Voilà. Pas significatives, mais légèrement en baisse. On va dire des premiers signaux. Exactement, les premiers signaux dont vous allez continuer à observer évidemment l'évolution. Merci Julien Breuil, directeur Relations Entreprises, groupe EDC Business School. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, des messages que vous laissez sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Mathieu pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily pour cette émission. Je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Bye bye, à demain.